L'enfant, écrit par Jules Vallès, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 23. Madame Vingrat à Paris. Suite. Son air de tristesse m'a tout ému. Je lui prends les mains. Tu pleures ? Elle n'a pu retenir un sanglot. Et avec un geste si chagrin, comme j'en ai vu dans les tableaux d'église, elle a laissé tomber sa tête dans ses mains. Quand elle releva son visage, je ne la reconnaissais plus. Il y avait sur ce masque de paysanne toute la poésie de la douleur. Elle était blanche, comme une grande dame, avec des larmes comme des perles dans les yeux. Pardon. Elle me prit la main. Je demandai pardon encore une fois. Je n'ai pas à te pardonner. J'ai à te demander seulement, vois-tu, de ne plus me dire de ces mots durs. Elle baissa la voix et murmura. Surtout, si je les ai mérités, mon enfant. Non, non, dis-je à travers mes pleurs. Peut-être, fit-elle, je veux être seule ce soir. Tu peux sortir. Laisse-moi, laisse-moi. Elle me fit donner la clé. Pour qu'il puisse rester jusqu'à minuit, avait-elle dit à M. Mollet, le propriétaire. Je pris le premier chemin qui s'ouvrit devant moi. Je me perdis dans une rue déserte, et je pensai tout le soir aux paroles touchantes qui venaient d'effacer tant de paroles dures et de gestes cruels. Jacques, est-ce que tu veux nous accorder cette grâce d'aller encore au collège ? Oui, mère. Je ne l'appelai plus que mère, à partir de ce jour jusqu'à sa mort. Ah, tu me fais plaisir, merci mon enfant. Vois-tu, j'aurais tant souffert de voir qu'après avoir fait toutes tes classes, tu t'arrêtais avant la fin. C'est pour ton père que ça me faisait de la peine. Tu le contenteras, tu seras bachelier, et puis après tu feras ce que tu voudras, puisque tu serais malheureux de faire ce que nous voulons. Il a été décidé, le lendemain du jour où elle avait pleuré, que l'on ne parlerait plus de l'école normale, et que je préparerais simplement mon baccalauréat. J'ai accepté, heureux d'essuyer avec cette promesse et de laver avec ce sacrifice les yeux de la pauvre femme. Elle ne me parle plus comme jadis, elle est si grave, et a si peur de me blesser. Je t'ai bien fait souffrir avec mes ridicules, n'est-ce pas ? Elle ajoute avec émotion. C'est toi qui me gronderas maintenant. Tu auras la bourse d'abord. Ne dis pas non, j'y tiens, je le veux. Puis je suis une vieille femme, tu dois t'ennuyer d'être avec moi tout le temps. Je puis très bien rester à causer avec Madame Mollet. Elle me mènera voir les belles choses aussi bien que toi. Je veux que tu aies tes soirées au moins. Revois tes amis, tes camarades. Va chez Matoussin. J'ai rejoint Matoussin, dans une chambre du quartier latin, où il demeure avec un homme qui a 10 ans de plus que lui, qui est jacobin et qui écrit dans un journal républicain. Il fait une histoire de la Convention. Matoussin écrit sous sa dictée. Ils étaient en train de causer gravement. On m'a fait bon accueil, mais on a continué la conversation. Leurs phrases font un bruit d'éperon. Un journaliste doit être doublé d'un soldat. Il faut une épée près de la plume. Être prêt à verser dans son écritoire des gouttes de sang. Il y a des heures dans la vie des peuples. Matoussin et son ami le journaliste, comme nous l'appelons, m'ont prêté des volumes que j'ai emportés jeudi. Le dimanche suivant, je n'étais plus le même. J'étais entré dans l'histoire de la Révolution. On venait d'ouvrir devant moi un livre où il était question de la misère et de la faim, où je voyais passer des figures qui me rappelaient mon oncle Joseph, ou l'oncle Chadenat, les menuisiers avec leurs compas écartés comme une arme, et des paysans dont les fourches avaient du sang au bout des dents. Il y avait des femmes qui marchaient sur Versailles, en criant que Madame Veto affamait le peuple, et la pique à laquelle était embrochée la miche de pain noir, un drapeau, trouait les pages et me crevait les yeux. C'était de voir qu'ils étaient des simples, comme mes grands-parents, et qu'ils avaient les mains couturées comme mes oncles. C'était de voir les femmes qui ressemblaient aux pauvresses à qui nous donnions un sou dans la rue, et d'apercevoir avec elles des enfants qu'elles traînaient par le poignet. C'était de les entendre parler comme tout le monde, comme le père Fabre, comme la mère Vincent, comme moi. C'était cela qui me faisait quelque chose.
et me remuait de la plante des pieds à la racine des cheveux. Ce n'était plus du latin cette fois. Il disait « Nous avons faim, nous voulons être libres ». J'avais mangé du pain trop amer chez nous. J'avais été trop martyr à la maison pour que le bruit de ses cris ne me surprît pas le cœur. Puis je déchirai, en idée, les habits si mal bâtis que j'avais toujours portés et qui avaient toujours fait rire. Je les remplaçai par l'uniforme des Bleus. Je me glissai dans les haillons de Sambre et Meuse. On n'était plus fouetté par sa mère, ni par son père. On était fusillé par l'ennemi, et l'on mourait comme Barras. Vive le peuple! C'étaient des gens en tablier de cuir, en veste d'ouvrier et en culottes rapiécées qui étaient le peuple dans ces livres qu'on venait de me donner à lire. Et je n'aimais que ces gens-là, parce que, seuls, les pauvres avaient été bons pour moi quand j'étais petit. Je me rappelais maintenant des mots que j'avais entendus dans les veillées, les chansons que j'avais entendues dans les chants, les noms de Robespierre ou de Bonaparte, au bout de refrains en patois. Et un vieux, tout vieux, avec des cheveux blancs, qui vivait seul au bout du village et qu'on appelait le fou. Il mettait quelquefois sur ses cheveux blancs un bonnet rouge et regardait les cendres d'un œil fixe. Je me rappelais celui qu'on appelait le sans-culotte et qui ne tolérait pas les prêtres. Il était sorti de la maison le jour où sa femme, avant de mourir, avait demandé le bon Dieu. Je me souvenais aussi des gestes qu'on avait faits devant moi, en tapant sur la crosse d'un fusil ou en allongeant le canon, avec un regard de colère, du côté du château. Et tout mon sang de fils de paysanne, de neveu d'ouvrier, bondissait dans mes veines de savant, malgré moi. Il me prenait des envies d'écrire à l'oncle Joseph et à l'oncle Chadenard. Soyez sûr que je ne vous ai pas oublié, que j'aurais mieux aimé être avec vous, à la charrue ou à l'étable, qu'être dans la maison du latin. Mais si vous marchez contre les aristocrates, appelez-moi. Tu as l'air tout exalté depuis quelque temps, dit ma mère. C'est vrai, j'ai sauté d'un monde mort dans un monde vivant. Cette histoire que je dévore, ce n'est pas l'histoire des dieux, des rois, des saints, c'est l'histoire de Pierre et de Jean, de Mathurine et de Florimond, l'histoire de mon pays, l'histoire de mon village. Il y a des pleurs de pauvres, du sang de révoltés, de la douleur des miens dans ces annales-là, qui ont été écrites avec une encre qui est à peine séchée. Comme je profite avec passion de la liberté que me laisse ma mère, j'arrive tous les jours rue Jacob pour mettre le cœur dans les livres qui sont là, ou pour entendre le journaliste parler du drapeau républicain engagé sur les ponts et défendu par les brigades au cri de Vive la nation, à bas les rois, la liberté ou la mort. Être libre. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais ce que c'est d'être victime, je le sais, tout jeune que je suis. Nous nous imaginons quelquefois avec Matoussin que nous sommes en campagne, et chacun fait ses rêves. Il voudrait, lui, le chapeau de Saint-Just, aux armées, les épaulettes d'or, la grande ceinture tricolore. Moi, je me vois sergent. Je dis « Allons-y, hé, mes enfants !» On est tous du même pays, autour du même feu du bivouac, et l'on parle de la Haute-Loire. Je lève l'épaulette de laine, le baudrier en ficelle. Je voudrais être du bataillon de la Moselle, avec des paysans et des ouvriers. L'oncle Joseph serait capitaine et l'oncle Chadenat lieutenant. Nous retournerions faire de la menuiserie ou moissonner les champs après la victoire, rue Coq-Héron. Le journaliste nous mène un soir à l'imprimerie, dans le rez-de-chaussée où le journal se tire. Il est ami d'un des ouvriers. La machine roule, avale les feuilles et les vomit. Les courroies ronflent. Il y a une odeur de résine et d'encre fraîche. C'est aussi bon que l'odeur du fumier. Ça sent aussi chaud que dans une étable. Les travailleurs sont en manches de chemise, en bonnet de papier. Il y a des commandements comme sur un navire en détresse. Le margeur, comme un mousse, regarde le conducteur, qui surveille comme un capitaine. Un rouleau de la machine s'est cassé. Oh et oh! On arrête, et 5 minutes après, la bête de bois et de fer se remet à souffler. J'ai trouvé l'état qui me convient. J'aurai moi aussi le bourgeon bleu et le bonnet de papier gris. J'appuierai sur cette roue. Je brusquerai ces rouleaux. Je respirerai ce parfum.
C'est grisant, vrai, comme du gros vin. Compositeur? Non. Imprimeur? À la bonne heure. Le beau métier, où l'on entend vivre et gémir une machine, où tout le monde, à un moment, est ému comme dans une bataille. Il faut être fort, de grands gestes. Il y a du faire, du bruit, j'aime ça. On gagne sa vie et on lit le premier le journal. Je n'en parle pas, je garde pour moi mon projet. Je sens que c'est une force d'être muet, quand ce que l'on veut et ce que les autres ne veulent pas. Je ne dirai rien, mais quelle joie. Il y a un peu de vanité cruelle dans cette joie-là. Je pense que je vais être si supérieur aux camarades qui mènent la vie de bohème. Il n'y a pas à dire, parce qu'ils n'ont pas d'ouvrage sûr. Tandis que moi, je me ferai mes 5 francs par jour, vaille que vaille, en ne fatiguant que mes bras. Je ne dépendrai de personne, et la nuit je lirai, le dimanche j'écrirai. Je serai d'une société secrète si je veux. J'aurai mangé quand j'irai, et je pourrai encore donner quelque chose pour les prisonniers politiques ou pour acheter des armes. Vivre en travaillant, mourir en combattant. Jacques, j'ai reçu une lettre de ton père qui décide que nous retournerons à Nantes pour que tu prépares ton baccalauréat avec lui. Je n'y pensais plus, j'étais dans la Révolution jusqu'au cou, et j'aimais Paris maintenant, cette imprimerie. Puis nous avions été manger des ordinaires dans des crèmeries, où il venait des ouvriers qui avaient appartenu aux saisons, et qui avaient été mêlés à des émeutes. La blouse et la redingote s'asseyaient à la même table, et l'on trinquait. Le dimanche, nous allions dans une goguette, la lyre chansonnière ou les enfants du luth, je ne me rappelle plus bien. Je m'ennuyais un peu quand on chantait des gaudrioles, mais on disait tout à coup « C'est Festo, c'est Gilles !» Et il me semblait entendre dans le lointain la batterie sourde d'un tambour républicain, puis la batterie était plus claire. Gilles entonnait, et cette musique tirait à pleine volée sur mon cœur. Je ne sais pas cependant si je ne préfère pas aux chansons qui parlent de ceux qui vont se battre et mourir, les chansons de batteurs de blé ou de forgerons, qu'un grand mécanicien qui a l'air doux comme un agneau, mais fort comme un bœuf, chante à pleine voix. Il parle de la poésie de l'atelier, le grondement et le brasier. Il parle de la ménagère qui dit « Courage, mon homme, travaille, c'est pour le moutard ». À ce moment, le chanteur baisse la voix. Fermez la fenêtre, dit quelqu'un, et l'on salue au refrain le drapeau que le peuple avait à Saint-Méry. Il y a de la révolte au coin des vers. Moi j'en mets du moins, moi qui hier ai ouvert l'histoire de 10 ans, qui n'en suis plus à 93, j'en suis à Lyon et au drapeau noir. Les tisseurs se fâchent et ils crient du pain ou du plomb. Jacques, c'est lundi que nous partirons pour Nantes. Un coup de couteau ne me ferait pas plus mal. Il y a un mois, je serais parti content, et j'aurais peut-être craché sur Paris en passant la barrière, tant j'avais étouffé là-dedans, tant j'avais eu de désillusions en voyant mes camarades et mes maîtres. Mais depuis un mois, il y a eu les larmes de ma mère, et au lendemain de cette scène, la liberté pleine, de temps en temps 40 sous, pour souper d'un peu de cochon avec des amis, et le dimanche, dîner d'un bœuf braisé à Ramponneau. J'ai été mêlé à la foule. J'ai entendu rire en mauvais français, mais de bon cœur. J'ai entendu parler du peuple et des citoyens. On disait liberté, et non pas libertas. Il a toujours été question de pauvreté autour de moi. Mon père a été humilié parce qu'il était pauvre. Je l'ai été aussi, et voilà qu'au lieu des discours de Caton, de Cicéron, des gens en o, onis, us, i, orum, je vois qu'on se réunit sur la place publique pour discuter la misère et demander du travail ou la mort. Et Jean-Marie, puisqu'il n'y a pas de miche à la maison, vaut-il pas mieux passer le goût du pain? Retourner là-bas. À qui parlerai-je de république et de révolte? Est-ce qu'on s'est jamais soulevé à Nantes? Ce serait autre chose à Lyon. Oh, si je n'avais promis à ma mère, si elle n'avait pas pleuré. Si elle n'avait pas pleuré, j'aurais dit « Je ne veux pas partir ». Le puritain m'aurait placé comme garçon de bureau, comme homme de peine, dans un des journaux. Il y a justement, c'était une chance, il y a une place au National.
On donne 30 francs par mois pour tenir la copie, pour lire à l'homme qui corrige. J'aurais vécu avec ces 30 francs-là. Ma besogne faite, je descendais dans l'imprimerie sentir l'encre et le papier, et je demandais aux ouvriers de m'apprendre l'état. Si j'en parlais à ma mère, je lui en parle. Tu m'avais dit cependant, c'est vrai, oui. Je vais dire adieu au journaliste et à Matoussin. Le journaliste me donne du courage. Vous reviendrez, mon cher. Écrivez-moi au moins. Oui, même, dit-il en souriant, si c'est pour vous appeler à l'assaut de l'Élysée. Surtout dans ce cas, citoyen.